Shalom. Comment ne pas sombrer dans les pronostics de funérailles qui s'annoncent? Comment ne pas sombrer dans les pronostics des funérailles qui s'annoncent? Je crois qu'il n'y a rien de plus populaire. Il n'y a rien de plus populaire que de s'asseoir sur son fauteuil confortable et du sommet de la Géoula faire l'oraison de la galoute, et pas seulement de la galoute, mais des Juifs qui y sont. Et je pense que c'est un danger qui nous est propre de se faire les pronostiqueurs de ce naufrage. Qui, même si ça va très mal, et même si l'image elle est assez noire, même si elle n'est pas totalement noire, du judaïsme de Galout, et je vais en parler, eh bien, même si c'est un naufrage, eh bien c'est un naufrage qui, d'après toutes les appréciations, risque de prendre encore quelques générations. C'est-à-dire, même si on regarde les chiffres, combien il y aura de juifs aux États-Unis en 2050, eh bien les plus pessimistes, ils parlent de 4 800 000. Les plus pessimistes. Et ça, c'est en 2050. Il y a maintenant 5 700 000 d'après les estimations les plus précises de la pergola. De la pergola Pew, l'organisation de sondage Pew américaine, pas juive, mais qui sonde la démographie et la sociologie du monde entier. American Jewish Committee, je me base entre autres sur le démographe le plus éminent israélien, Sergio Della Pergola. Il est israélien, il est originaire de Trieste, mais il est bien israélien. Sur l'Institut de Jérusalem de la politique du monde juif, IGPP, Israel Institute for Jewish Policy, et sur d'autres sources. Et je voudrais partager notre rencontre en 3 volets. Le premier volet, ce sera un état des lieux. La partie alarmante, je parle de la galoute. Le deuxième volet, ce sera toujours un état des lieux, mais toujours de la galoute, cette fois réjouissant. Et le troisième volet, ce sera les conséquences à en tirer, les conséquences concrètes, jusqu'à passer à l'action. En me référant au titre de tout le séminaire, quels horizons pour la galoute? Eh bien, il faut savoir que les horizons de la galoute, ils sont très flous. Je vais donner un exemple. Si on pose la question combien il y a de juifs en Israël, la réponse, elle est précise à l'unité. Aujourd'hui, ça dépasse les 6 700 000. Si vous posez la question combien est-ce qu'il y a de juifs en Russie, eh bien, vous allez obtenir une réponse, eh bien, environ de 300 000 à 2,5 millions. Ça dépend qui compte, ça dépend comment on compte. Si vous posez la question même, combien est-ce qu'il y a de juifs aux États-Unis, eh bien, l'estimation que je vous ai donnée, c'est une estimation selon plusieurs critères qui dit 5 700 000, mais si vous faites l'estimation très large, jusqu'à inclure les personnes qui, sans avoir aucune origine juive, ni papa, ni maman, ni grand-papa, ni grand-maman, se sentent juives, eh bien vous arrivez
à près de 11 millions. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont très très flous. Pourquoi? Parce que l'organisme juif, là-bas, est un organisme très fluctuant, très flou, très dépendant d'organisation, de communauté, de perception de soi. Comme le disait l'un de mes enseignants à l'université de Bar-Ilan, qui à l'époque était le plus grand spécialiste, ou l'un des plus grands spécialistes du judaïsme américain, professeur Yeshayahu Liebman. Dans les années 90, il a écrit un article où il dit que aux États-Unis, vous pouvez compter autant de judaïsme qu'il y a de juifs. Et si vous ajoutez à cela aujourd'hui des termes comme post-denominational Judaism, c'est-à-dire un judaïsme post-dénominatif, qui n'a plus besoin de nous. Ne m'appelez pas ni orthodoxe, ni conservatif, ni réformé, ni non aligné, ni aligné, rien. Je suis juif en moi et pour moi. En nos termes, ça peut être traduit comme un juif post-sémite. Post-dénominationnel, post-denominational, post-sémite, post-chémique. Mais qui veut dire quoi, en somme? Qui veut dire laisser tomber toutes ces limites. Moi, à l'ère du postmodernisme, du je me définis moi-même, eh bien, je me définis moi-même. Vous n'allez pas me dire ce que c'est qu'être juif. Par exemple, pour être inclus dans les 5 700 000 des juifs des États-Unis, eh bien, vous ne pouvez pas dire que je suis d'origine juive, mais je pratique le christianisme. Non, ça ne marche pas. Même si votre mère elle est juive, vous n'êtes pas inclus dans le compte. Pourquoi? Parce que c'est un compte très précis. Vous devez être juif, soit par la religion, soit par papa, maman, mais vous ne pouvez pas être juif par l'Église. Vous comprenez? Peu importe. Hein, vous serez ainsi inclus dans une autre catégorie. Tout ça pour dire que l'horizon, il est plus que flou. Et puis, il y a une autre raison, c'est que, effectivement, sur la Gola, aujourd'hui, plus que jamais, sur toute la Gola, presque sans exception, eh bien, effectivement, les nuages s'amoncellent, on va en parler. Ce sont des nuages menaçants d'un côté, mais de l'autre côté, ce sont des nuages qui remuent les eaux et qui font refaire surface à des juifs jusque-là perdus dans les tréfonds des mers. Et ça aussi, il faut en parler. Des juifs qui refont surface. Pas seulement en Pologne, pas seulement en Italie du Sud, pas seulement en Espagne, les ex-Maran, les Anoussim. Non, c'est un réveil que vous trouvez à plusieurs niveaux sur le globe entier. Et ça, c'est la partie peut-être pas très facile, mais plus réjouissante. C'est que, on va en parler aussi, c'est que face à cette vague d'antisémitisme et à une réalité d'assimilation, vous avez des centaines de milliers de juifs au travers le monde qui se redécouvrent en tant que juifs. Pour certains, ça implique le guillour. Pour d'autres, ça implique un simple retour sans besoin de guillour. Mais c'est un phénomène qui commence à être un phénomène de masse très intéressant. Bon, maintenant donc, 3 étapes, 3 volets. Premier, état des lieux, minus, état des lieux, plus, et troisième, conséquence, nafkamina, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Bon, lorsque vous ouvrez le dernier rapport qui a été soumis au ministère du Premier ministre israélien par l'Institut de la politique du monde juif de Jérusalem, eh bien, sous le titre antisémitisme, vous trouvez là-bas un tableau sans nombre.
sans chiffres, mais qui dit la chose suivante, qui dit l'état dans lequel se trouvent les Juifs de ces États. Je vais vous donner un exemple. L'index de l'antisémitisme. Eh bien, si on prend, par exemple, la Suède, en 2017, les Juifs étaient dans un état de grande anxiété, et en 2018, ils sont dans un état de grande anxiété. Ça n'a pas changé. Si vous prenez la Hongrie, on commence de loin, eh bien, ils étaient dans un état d'anxiété, ils sont restés dans un état d'anxiété pas très grande. Qu'est-ce que ça veut dire l'anxiété? Ils sont inquiets. Ils sont inquiets au sujet de l'antisémitisme. L'antisémitisme, il les inquiète. Avec la montée au pouvoir de la droite, d'une certaine extrême droite en Hongrie, ça les inquiète. Ça les inquiète. Maintenant, on continue. La Russie, très intéressant. 2017 à suivre, 2018 à suivre. Pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais on sait que du moment que Poutine va laisser le volant, alors là, peut-être qu'on va passer à la catégorie des anxieux. Pour l'instant, c'est à suivre. La France, alors là, c'est anxiété croissante. Anxiété croissante. 2017, anxiété croissante. 2018, anxiété croissante. Ah non, mais ça, on connaît tout ça. On connaît maintenant l'Allemagne. 2017, anxiété. 2018, anxiété croissante. La Grande-Bretagne, 2017, à suivre. 2018, anxiété. Les États-Unis, 2017, calme. 2018, à suivre. Il y a Pittsburgh, il y a les attentats, il y a les antisémites, et même sur fond de 90% des Américains qui se disent grands philosémites, 90% c'est pas mal, vous avez les extrêmes de tous les côtés. Ils sont encore faibles ces extrêmes, mais ils se font sentir, surtout vu le libre droit de port d'armes aux États-Unis. Eh bien, les gens se sentent plus en danger. Rien que ces derniers mois, deux attentats aux États-Unis, chose qui disent que jamais dans les dernières décennies, il y a eu un tel taux d'attentats contre les Juifs. Maintenant, tout cela, bien sûr, sans dire que les Juifs dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, etc., eh bien, c'est la minorité ethnique, nationale, religieuse, qui, même si elle est la plus infime au niveau démographique, elle est la plus touchée par les actes qu'on appelle de haine raciale. Et avec un rapport qui va de 50 à 500, multiplié par 50 ou par 500. Et même aux États-Unis, eh bien, les Juifs ils sont touchés par les actes antisémites, beaucoup plus, 50 fois plus, si je ne me trompe pas, mais beaucoup plus, sans aucune commune mesure avec la proportion de la population, que les Hispaniques, que les musulmans, que les... Comme on dit en hébreu, you name it. Qui que vous nommiez, qui que vous dites. Maintenant, et ça c'est une chose nouvelle. Il y a 5 ans, il faut le savoir, les Juifs britanniques se sentaient chez eux. Ça fait 360 ans depuis Cromwell qu'ils se sentent chez eux. C'est les seuls Juifs d'Europe qui n'ont pas été touchés directement par la Shoah. Ils sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont une présence continue depuis plus de 360 ans, depuis Cromwell qui les a réinvités en Angleterre et jusqu'à nos jours. Et tout d'un coup, il y a un des deux grands partis en Grande-Bretagne qui devient un parti ou qui a sa tête à une personne ouvertement antisémite. Ouvertement antisémite, qui ne s'en cache pas. Alors ça fait craindre. Ça fait penser à plus de 40% des Juifs britanniques
qu'il faut passer à d'autres horizons. Maintenant, bon, en France, on le sait, d'après les dernières statistiques de tous les centres de recherche français, eh bien, 68% des Juifs de France ont peur. Où? Partout. Vous le savez mieux que moi, ils ont peur partout. Jusqu'à la maison. Jusqu'à l'école, bien sûr, au travail, dans certains quartiers, dans le métro, peu importe, jusqu'à la maison. Conséquence, vous le savez, mais il y a un nouveau terme qui refait apparition, que moi je connaissais un peu lorsqu'on parlait de la Russie des années 60, 70, début des années 80, le terme de maranisme. Anosim. C'est-à-dire, je suis juif, mais je me cache. Je suis juif, mais je me cache. C'est-à-dire, je viens moins aux réunions, et bien je mets la mezouza de mon côté, etc. J'allume les bougies, bien sûr, je sors sans kippa, bien sûr que dès que je m'éparpille immédiatement quand je sors du Beit Knesset, peut-être que je vais moins arriver au Beit Knesset, etc., etc. Ça, vous savez mieux que moi, mais c'est un phénomène qui renaît dans un état où jusqu'à l'an 2000, l'Okolel, pas compris, les Juifs se sentaient comme des poissons dans l'eau. Comme des poissons dans l'eau. La République, c'était la seconde patrie, effectivement. Encore une fois, vous savez que moi, je dis plus au niveau sociologique, mais ça, c'est juste pour faire le point sur le terrain franchi. Sentiment d'abandon par les autorités et beaucoup d'autres conséquences qui touchent directement à l'identité. L'identité juive devient sujet à problème, quelle qu'elle soit. Et là, je suis encore dans le volet des états des lieux, et je passe du niveau de l'antisémitisme au niveau identitaire. Dans un sondage qui a été fait par le comité juif américain en l'an 2018, il a vérifié l'état des lieux aux États-Unis, en France et en Israël. Il a donné des chiffres très intéressants. Par exemple, il pose la question. Je m'excuse, je fais beaucoup de sondages, etc. Je donne beaucoup de sondages, mais c'est pour pas être seulement dans le, comment dire, dans le vague, etc., dans les théories, mais pour voir effectivement aujourd'hui, on a des instruments pour savoir qu'en est-il de notre peuple, où qu'il soit. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Alors, une des questions qu'il pose, c'est: est-ce que être juif, c'est important? C'est-à-dire, avant qu'on compte combien il y a de juifs, etc., avant tout, combien ça t'importe d'être juif? Le résultat le plus épatant, c'est que d'après vous, de la France, des États-Unis et d'Israël, où est-ce qu'il y aura la réponse la plus positive à cette question? La France. La France. Ok, il y a d'autres idées? Il y a d'autres idées? Personne ne dit l'Amérique? Je vais vous dire, l'Amérique, je vais vous dire une chose. Israël occupe la première place. C'est un sondage fait par des Américains. Israël occupe la première place, pas de loin. 80% des Israéliens. 80% des Israéliens. Ça, c'est très bon à le savoir. 80% des Juifs israéliens, naturellement, disent que être juif, pas seulement israélien, être juif, c'est très important. C'est soit très très important, soit une chose de grande importance.
Aux États-Unis, 40%. Et quand je dis que je suis juif, je suis juif. Mais avant tout, je suis américain. Mais après, non. Après cela, je suis républicain, je suis démocrate. Et après cela, peut-être après cela, bien qu'il y a aussi d'autres, après cela, je sais pas, je suis végétarien, je suis féministe, je suis adepte de telle ou telle idée ou idéologie, etc. Et après, vous êtes oui, après. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que vous considérez Israël, la France, c'est des chiffres que je ne vais même pas citer. Parce que je crois que ça a été confondu par les juifs qui ont répondu par le terme de religion. Je pense que le chiffre c'est 33%. Le chiffre c'est de 33%, mais il faut quand même le savoir. Il faut quand même le savoir, et c'est des choses, ça a été analysé aussi par Shmuel Trigano, qu'il y a véritablement une chute des dernières années qui est encore une fois un résultat du maranisme, qui est la peur d'être juif, qui se répercute sur même ses positions. Bien que, seconde question posée par ce sondage, est-ce que vous voyez les juifs d'Israël comme vos frères ou cousins? Comment vous les considérez? Qu'est-ce que vous dites en France? Alors, combien disent que oui, c'est nos frères et nos cousins? 54. Il faut savoir que sur le million des juifs du Maghreb et des pays arabes, des juifs d'Afrique du Nord, il y en a 2 tiers qui sont venus en Israël et 1 tiers qui sont partis en France. Il y a des liens de parenté, mamache. Mais quand même, enfin, combien il y a? 57% disent qu'ils considèrent les juifs d'Israël comme leurs frères ou leurs cousins. Aux États-Unis, 28%. 28%, il faut voir où on est. 28% considèrent les juifs d'Israël comme leurs frères ou leurs cousins, et 28% disent qu'ils ne font même pas partie de ma famille. Je ne le dis pas comme une accusation, mais encore une fois comme un état des lieux, un état des faits. Bon, on le sait, maintenant on peut continuer, ça fait... je ne vais pas prendre tout ça pour trop de temps pour ce volet, même s'il y a énormément de choses à dire, et c'est un volet, ce n'est pas pour rien que je dis tellement de choses, parce qu'il est hyper scruté, recherché, analysé. Vous pouvez avoir ces chiffres de plusieurs de nombreuses sources, mais c'est aussi fonction de notre préoccupation, de ce qui se passe avec les membres de notre famille. Avec les membres de notre famille, en France ou ailleurs. Maintenant, les mariages mixtes, on le sait, 2013, les recherches de Pew, encore une fois américains, aux États-Unis, 58% de mariages mixtes. C'est-à-dire, depuis les années 2000, la majorité des enfants juifs qui naissent, eh bien, aucun parent juif. Quand je dis juif, ça veut dire d'un des 2 parents, pas forcément par la halakha. Ils ont en 2000, je sais pas, dans les années 50, 92% des enfants juifs qui naissaient avaient les 2 parents juifs. Les 2, 92%. Dans les années 20, 30, 40, jusqu'aux années 50. Ensuite, ça allait mais ça a gardé plus ou moins la barre dans les années 70, où environ plus de 70% des enfants juifs avaient les 2 parents juifs. Et maintenant, dans les années 2000, l'an 2000, c'était plus ou moins 50-50. Et depuis, ça va naturellement en décroissant. Ça va en décroissant, c'est-à-dire qu'un enfant juif qui naît, a seulement un parent juif sur 2. Maintenant, ça aussi... Tu appelles juif un fils de père juif? Pardon? Tu appelles juif un fils de père juif? Oui. Et en Amérique du Sud? En Amérique du Sud, ça dépend. Au Brésil, ça va mieux, mais dans la plus grande communauté, qui est l'Argentine, ça va moins bien. Ça va moins bien. Ça veut dire que c'est aussi des taux d'assimilation. Je n'ai pas les chiffres comme ça en tête, mais c'est aussi des taux d'assimilation
d'assimilation très forts. C'est-à-dire, quand je parle des taux d'assimilation, ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire des taux de naissance qui sont très faibles, qui sont plus faibles que la moyenne chez les non-juifs, des taux de mortalité qui dépassent de beaucoup les taux de naissance chez les juifs, c'est-à-dire que même les enfants, même si tout allait, même s'il y avait 100% de mariages juifs, eh bien la population baisserait. C'est ça qu'il faut savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de mariages et il y a moins d'enfants. Et que même si c'était 100%, la population baisserait. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire le seul pays, c'est-à-dire il y a pratiquement le seul pays, à quelques exceptions petites, exceptions peu significatives près, le seul pays où il y a une telle croissance naturelle, pas seulement par l'âge, mais où les naissances dépassent les morts de 3 à 4 fois, c'est en Israël. C'est en Israël. C'est ça. Et là, le fait que la population juive croît d'année en année, c'est uniquement grâce à la situation en Israël. Et grâce à la croissance en Israël. Maintenant, juste pour dire, je vais donner un exemple. Un exemple, je crois que c'est très recherché aux États-Unis, mais comment est-ce qu'on calcule le nombre de juifs aux États-Unis? Eh bien, vous avez exposé. Il y a 4 catégories qui vont ainsi. 5 100 000 de juifs qui se disent juifs par religion. C'est-à-dire qu'ils sont membres d'une communauté, ils ne sont pas syncrétiques, ils ne pratiquent rien d'autre, ils sont juifs. Ils se disent juifs. Maintenant, il y a encore 600 000 qui se disent juifs d'origine, mais qui sont athéistes ou qui ne sont pas religieux, rien du tout, etc. Donc, on a 5 100 000 plus 600 000, ça fait le nombre, c'est ainsi qu'on arrive au nombre de 5 700 000 juifs aujourd'hui. Maintenant, en partie, ceux qui se disent en partie juifs, vous rajoutez encore 1 million. Ceux qui sont pas juifs du tout, mais qui ont dans leur famille un père, un grand-père, une grand-mère, quelqu'un qui est juif, eh bien, vous rajoutez encore 4 millions. Ceux qui se disent d'affinité juive, c'est-à-dire que, a priori, rien, on n'a aucun juif dans la famille, Shum davar, gournish mit gournish, mais je me sens juif. Je me sens juif, chose très intéressante. Encore 1 million 200 000. 1 million 200 000. C'est-à-dire, vous arrivez au chiffre de 12 millions. De 12 millions de gens qui sont soit juifs, soit en partie juifs, soit qui se sentent juifs. Maintenant, si on était un peu moins strict avec les critères de judaïsme, si on était dans ce sens-là un peu plus ouvert, un peu plus flexible, un peu plus allant selon ce que déclare chaque personne, eh bien, on aurait pu dire qu'il y a effectivement presque 12 millions de juifs aux États-Unis. Mais on peut Presque. Pardon? On peut pas. Mais il faut le savoir que quand on dit qu'il y a 5 700 000 juifs, eh bien, ça inclut différentes catégories, dont 50% ne sont membres d'aucune communauté, ce qu'on appelle les non-affiliés. Ils ne sont membres d'aucune communauté, ils ne viennent même pas pour le jour de Kippour à la synagogue, quelle qu'elle soit. Non, ils sont de mère juive. Ils sont de mère juive. Bon, maintenant, deuxième volet. Restons dans les États-Unis. Et prenons maintenant les chiffres les plus simples de combien il y a de juifs qui se marient uniquement entre eux, c'est-à-dire des juifs orthodoxes. Combien il y en a? Combien il y en avait il y a combien il y a de parents, c'est-à-dire des gens, je sais pas, 35, 40, 50 ans, qui sont
orthodoxes aux États-Unis aujourd'hui, partout? 15%. 15%. Combien est-ce qu'il y a d'enfants, la catégorie enfants, qui sont orthodoxes aujourd'hui? C'est-à-dire de 0 à 14 ans, plus ou moins, c'est comme ça qu'on compte, si je ne me trompe pas. Aux États-Unis, 27%. C'est-à-dire 27% des enfants juifs américains aujourd'hui, eh bien, ils sont orthodoxes. Pourquoi? Pas seulement parce que les orthodoxes sont beaucoup plus d'enfants, 3, 4, 5, etc. C'est-à-dire, les orthodoxes, ça veut dire les Mizrahi, c'est Modern Orthodox, chez les Haredim, chez les Chassidim, c'est tous ensemble. Tous ensemble, eh bien, ils représentent aujourd'hui 27% des enfants. Et maintenant, c'est une tendance qui est propre à tout le monde juif. À tout le monde juif, que ce soit en Russie, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Les juifs, les communautés qui croissent le plus ces dernières décennies, c'est les communautés orthodoxes. C'est les communautés orthodoxes. Pourquoi? Vous pouvez dire, ah, parce qu'ils se sentent menacés. Non, aux États-Unis, jusqu'à un an, ils ne se sentaient pas menacés parce qu'il y a New Age, il y a une recherche de sens, il y a un désir d'appartenance par opposition à un certain pluralisme excessif, etc., etc. Enfin, peu importe comment vous l'expliquez, mais il y a une croissance du monde orthodoxe, des communautés orthodoxes, même si aujourd'hui elles représentent à peine un cinquième et même moins de tous les juifs qu'il y a. De tous les juifs qu'il y a dans le monde, en France, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Maintenant, deuxième chose, je vais donner un exemple. Vous posez la question, je ne sais pas, d'une ville comme Samara, mais c'est un exemple qui vaut pour toutes les villes. Samara, c'est à l'est de l'Oural, en Russie. C'est une ville très académique, universitaire, etc., etc. Eh bien, posez la question, dites-moi, au début de la Aliyah, combien de juifs il y avait à Samara? 12 000. Combien ont fait leur Aliyah? 12 000. Combien sont restés? 12 000. Combien il y a de juifs maintenant à 12 000? C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je pose, il y a une douzaine d'années, au plus proche connaissance à moi, au démographe par excellence des juifs d'Ukraine. Il y a une quinzaine d'années. Je lui demande, Léonid, il s'appelle Léonid Finberg, combien est-ce qu'il y a de juifs en Ukraine? Il me dit 100 000. Quelle est la tendance? La moyenne d'âge, ça dépasse la soixantaine. En Ukraine, on meurt tôt, c'est-à-dire qu'il y a, avec Aliyah et les décès et l'émigration, il y a 10 000 juifs qui partent chaque année. Qui partent soit dans l'autre monde, soit dans le meilleur des mondes, peu importe. Vous dites, maintenant, combien naissent? 1000. 1000 par année. C'est-à-dire, je lui dis, donc, pure mathématique, cette communauté juive d'Ukraine a encore 11 ans à vivre. D'accord? 11 ans à vivre. Je me dis oui. Statistiquement, démographiquement, c'est vrai. Maintenant, vous ouvrez dès la pergola, 15 ans après, combien est-ce qu'il y a de juifs en Ukraine aujourd'hui? Et ça, c'est les appréciations les plus strictes, les plus rigides, véritablement les plus pessimistes. Parce que quand je parle à mes amis orthodoxes qui travaillent là-bas, ils donnent des chiffres qui dépassent de beaucoup. Mais d'après Delopère, il y a en Ukraine 64 000 juifs. D'où ils sortent? Il y a fait, mais chez la Metsuyen. D'où est-ce qu'ils sortent? D'où est-ce qu'ils sortent? Et ça, c'est la deuxième. Il y a des juifs, énormément de juifs, qui sortent. Qui sortent, qui émergent. D'où est-ce qu'ils émergent? De l'inconscient. Ils émergent de leur propre inconscient quant à leur identité. Ils ne savaient pas qu'ils étaient juifs. Ils ne savaient pas, en Russie, vous êtes définis par votre papa, pas par votre maman. Tout d'un coup, quelqu'un vous dit, mais tu sais que tu peux venir au camp d'été de la Sornout. C'est vrai? Oui. Et au camp d'été de la Sornout, tu entends parler de la loi du retour. Et tu entends parler de la définition juive
de ce qu'est être juif, etc. Et tout d'un coup, tu te redécouvres. Des personnes comme ça, j'en ai rencontré des centaines. Des centaines de personnes comme ça qui ne savaient pas et qui étaient perdues dans des bleds, dans des villages, dans des hospices, dans des orphelinats. Et puis, il y a des organisations qui les recherchent. Que ce soit Betrabat, que ce soit les autres, que ce soit à l'époque, dans les années 90, beaucoup Bnei Akiva, etc. Maintenant, beaucoup moins, en tout cas en Russie. Et puis, il y a des juifs qui refont surface. Il faut savoir que pour nous, c'est évident que si tu as une grand-mère juive, maternelle, tu es juif. Même arrière-grand-mère, grand-maternelle et maternelle juive, tu es juif. Mais pour quelqu'un qui est né à Yekaterinbourg, ou peu importe, ou à Atlanta City, ou je ne sais pas pourquoi, eh bien, ta mère est américaine, ton père joue l'américain à tous les niveaux, et tes copains, ils sont américains, ton huitième ou ton quart de juif qui est en toi, il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. Donc, naturellement, tu te considères comme, je sais pas, comme ton copain qui est un quart italien, deux quarts irlandais et un quart, je sais pas moi, allemand, et il se considère américain. Bah toi aussi. Bah toi aussi. Je suis américain, membre de l'Empire, comprenez? Maintenant, aujourd'hui, ces juifs qui se redécouvrent, ils se comptent par centaines de milliers. Maintenant, il y a des juifs qui étaient Maran, pas de longue date, mais en Russie, ou en Pologne, des communautés entières qui se recréent après le décès de maman ou de grand-maman, qui a fait tout pour cacher à ses enfants qu'ils étaient juifs parce qu'ils ont vu les camps d'extermination. Alors pour les sauver, on ne leur fait pas la Brit Mila, on ne leur raconte rien, on les envoie, on les appelle de noms polonais, etc., etc. Et puis, mais tout d'un coup, la conscience quand même, quelques minutes avant de quitter ce monde, eh bien, elle se fait entendre, et alors viens, j'ai quelque chose à te dire. Et il y a des milliers de cas comme ça. Maintenant, c'est pas seulement en Pologne, mais c'est des cas qui existent aussi en France. C'est des cas qui existent en Allemagne, naturellement, partout ailleurs. Et en France, il y a des gens qui estiment ça, il y a beaucoup, je ne sais pas, Dr Maïmon, Dov Maïmon, ou d'autres personnes, etc., qui estiment, effectivement, mais il y a des juifs aujourd'hui en France, c'est à grande majorité des séfarades, et les Ashkénazes, qui étaient la majorité en 45, en 50, où ils sont disparus, etc. Ils sont plus là, ils sont partis, ils ont fait quelque chose. Non, ils se sont cachés, ils se sont dissimulés, ils se sont assimilés. Mais il y a même maintenant un malchinon, un bon mouchard. Il dit, si tu rencontres un ami juif, un ami qui ne se sait pas juif, mais qu'en parlant avec lui au travail, à l'école, à l'université, ailleurs, au club de foot, je ne sais pas, mais qui dit que, tu sais, moi j'ai ma grand-mère, elle s'appelait Bloom, etc. Eh bien, tu nous écris, et nous, déjà, tu nous donnes son numéro, etc., et nous, on va nous recontacter. Il y a toute une science, par exemple, en Russie, qui a été développée. La Russie, c'était la première touchée parce que c'est des taux d'assimilation les plus élevés. Comment découvrir une personne qui a des racines juives sur Internet? Il y a des mots-codes qui sont révélateurs. Tu fais passer des mots-codes. Je ne sais pas le faire, mais il y a des gens qui sont spécialistes dans cela, c'est-à-dire, et puis tout d'un coup, quelqu'un, entre guillemets, mort à l'hameçon. Et tu commences à développer, et puis là tu découvres, est-ce que c'est papa, est-ce que c'est maman, est-ce que c'est grand-papa, est-ce que c'est grand-maman, etc. Pourquoi? Parce que par les communautés, tu ne peux plus les toucher, ils sont membres d'aucune communauté. Mais il y a maintenant, où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent dans les réseaux. Ils vivent dans la toile. Maintenant, si on va encore plus loin, il y a l'endroit où je travaille, c'est un des endroits qui s'appelle le Centre Institut Amiel, du Rav Eliyahu Birnbaum,
Eh bien, une des choses dans lesquelles ils se spécialisent, c'est les nitrés Israël, les tribus égarées. Les tribus égarées. Le Rav Eliyahu Amichai, c'est qu'on a les Bracha, il y a peu, sous la poussée aussi, son initiative et ensuite le coup de pouce du Rav Tzioud, qui a commencé à chercher les tribus égarées. Les tribus égarées. Et il y a des tribus qui s'éveillent. Les Bnei Menashe, Manipur, Mizoram, en Inde, mais il y a des tribus. Il y a des tribus au Pérou, au Brésil, dans les Amazones. Il y a des tribus en Asie centrale, en Asie au Extrême-Orient. C'est-à-dire qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de juifs égarés il y a des milliers d'années qui reviennent, qui commencent à revenir. Sans parler du projet du Rav Cherki, les Bnei Noach. Les Bnei Noach, qui aussi commencent à se compter déjà par milliers, bientôt dizaines de milliers, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire avec le judaïsme, qui n'ont rien à faire avec les juifs, mais qui cherchent la vérité et qui la trouvent dans le Tanakh. C'est-à-dire, on voit que contrairement à ce qui est très souvent transmis par les médias, que la situation, les nuages s'annoncent et s'amoncellent et tout va de mal en pis, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que partout dans le monde, sauf en Europe occidentale, il y a un retour aux racines spirituelles, partout, religieuses. Partout, sauf, encore une fois, en Europe occidentale. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Afrique, partout. Et ça touche aussi, ça porte à conséquence quant à l'intérêt porté au patrimoine juif, au Tanakh. Il y a un regain d'intérêt rare pour le monde juif, un regain d'intérêt pour Israël, dans le monde entier, pour le monde juif. Et là, je voudrais passer au troisième volet. Je vais poser une question d'abord. Okay. Si je reviens sur l'Ukraine, je crois que c'est le pays qui a le plus grand alia l'année dernière. La Russie. C'est la Russie, mais bon, l'Ukraine est en deuxième place. Okay. Et on dit que la plupart ne sont pas juifs, selon la halakha. Bien sûr. Alors tu dis, d'un autre côté, en Ukraine même, on découvre des gens dont la grand-mère était juive, donc qui sont juifs d'après la halakha. Et ceux qui viennent en Israël, ils ne sont pas juifs. Je vais te réconforter. Depuis la fin des années 90, la majorité des Olim de l'ex-Union soviétique ne sont pas juifs. Maintenant, ce qui réconforte vraiment, c'est que dès la fin des années 90, l'aliyah de là-bas, elle est relativement faible. Le gros lot de l'aliyah, il est arrivé dans les années 87, 8, 9, 90, 11, 12. Et à cette époque, ils étaient à plus de 90% juifs. Et c'était des centaines de milliers, c'était plus de 600, 700 000, etc. Ensuite, ça s'est amenuisé, naturellement, et il y a beaucoup de juifs, etc. Donc là, la dernière année, tout compris, 54% des Olim n'étaient pas juifs. Mais ça, c'est pas leur faute. Ça, c'est notre problème. C'est notre problème qui fait que nous acceptons d'après tel ou tel critère. D'accord ? C'est une autre question, mais quoi qu'il en soit, c'est un problème avec lequel on devra traiter ici. Et ce problème qui vient et qu'on confronte aujourd'hui venant d'Ukraine, c'est un problème qu'on va confronter d'ici quelques années venant de France, venant des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ça fait un moment que les mariages mixtes là-bas,
c'est loin d'être des exceptions. Il y a encore des questions peut-être avant que je passe au troisième volet? Il y a des conversions quand même des parents, par exemple, aux États-Unis, parce que je sais qu'en France, il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup à Tel Aviv, il y a qui convertissent les enfants qui sont des parents de pères juifs. Mais aux États-Unis, il y a aussi des conversions. Il y a aussi des conversions, c'est-à-dire les chiffres, encore une fois, en Israël, ils sont beaucoup plus clairs. En Israël, dans les 70 dernières années, il y a eu 110 000 conversions. On le sait. Aux États-Unis, on estime que le chiffre est plus ou moins dans les mêmes eaux que cela. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus flou. C'est beaucoup plus flou. Effectivement, 110 000 ça fait 2000 ans qu'on n'a pas connu de tel niveau. C'est signe du magnétisme invraisemblable qui vient de l'État d'Israël, qui vient de cette concentration vraisemblable avec souveraineté, avec tout ce qu'il y a en Israël. Bien entendu, on a une force d'attraction qu'on n'avait jamais dans tous les siècles d'exil. Mais encore une fois, c'est une infime partie, par exemple, pour rejoindre ce que vous dites, sur 1 100 000 de Olim qui sont venus de l'Union soviétique, eh bien, il y a plus ou moins 380 000 qui ne sont pas juifs. Sur ces 380 000, il y a environ 10% qui sont juifs, mais qui ne sont pas arrivés à le prouver. Maintenant, sur admettons, les 350, 340 000 qui restent, eh bien aussi, eux aussi, ils se subdivisent. Ils se subdivisent, mais cela dit, il n'y a que 10% d'entre eux qui ont été convertis. Qui ont été convertis, qui sont venus en conversion. Maintenant, vous pouvez vous reconforter par le fait que, il n'y a que 10% qui ont été convertis, mais l'écrasante majorité de ceux qui ont été convertis, c'est des femmes en âge de procréer. Alors, c'est-à-dire, c'est quelque chose de beaucoup plus significatif. C'est-à-dire, l'essentiel, vous entrez dans une classe de guillots, où on parle en majorité en russe, que ce soit à l'armée ou ailleurs, eh bien, vous trouvez l'écrasante majorité, ce sont des femmes ou des filles qui ont l'âge 18, 19, 20 ans, jusqu'à 30 ans, c'est l'écrasante majorité. Pourquoi? Parce qu'elle va se marier, parce qu'elle veut se marier, parce qu'elle pense, etc. Bon, les jeunes filles de 90 ans, ça nous intéresse moins, bien qu'il y a aussi pas mal de... Ça nous intéresse. Il y a aussi des cas fantastiques comme ça, de Guillerot, de Guilleré, Tzedek, Madimi. Oui, effectivement. Ken. Comment est-ce possible que tant de non-juifs, quartiers, la Soukhnout, la Jean-Juif, puissent passer tous les barrages, toutes les sélections pour arriver en Israël en tant que non-juifs? Parce qu'Israël en est conscient, elle n'est pas due. Quel barrage? Pardon? Quel barrage? J'ai pas compris. Quel barrage? D'où tu viens, c'est quoi ta Oui, je viens de mal, comment ça? Comment ça? Moi, mon grand-père est juif. Il faut le prouver. Ça suffit. Alors, il faut pas le prouver. C'est la loi du retour. Il faut le prouver quand même. Amendé au 70. Oui, mais je le prouve. Voici son truc de naissance. Son titre de naissance. Sur foi de ces filles, Oui, ça suffit. bien sûr. Et on constate qu'il y a plein de gens qui ne sont pas juifs. Non, nous constatons, on le sait. On le sait. Pour faire votre aliyah, vous devez être soit juif, mais si vous êtes juif, alors là, faites attention, on va vérifier que vous ne pratiquez aucune autre religion. Parce que si on vous attrape, que vous êtes allé par erreur une fois voir une belle peinture dans une église, alors là, vous allez être mis sur la liste noire, sur la liste rouge. Pourquoi? Parce que la loi de retour s'applique qu'aux juifs qui ne pratiquent aucune autre religion. Et, vous savez, et le balagan que beaucoup de juifs qui vivent dans tout le monde ont dans la tête, eh bien, c'est là. Maintenant, si vous n'êtes... Maintenant, l'autre amendement aux lois du retour, Arba Aleph, Arba Bet et Arba Aleph, Arba Aleph, eh bien, il dit que c'est aussi les membres de la famille, jusqu'à la 3e génération,
du juif qui peuvent faire leur aliyah. Qui peuvent faire leur aliyah, qui peuvent émigrer en Israël. Maintenant, là, si vous dites que vous avez un grand-père juif, eh bien, on vous dit même pas, on vous pose même pas la question est-ce que vous êtes pratiquant d'une autre religion? Parce que c'est impertinent, vous avez le droit. Vous comprenez? C'est au contraire, si vous voulez faire votre aliyah en tant que non-juif, c'est beaucoup plus facile que la faire en tant que juif. Je dis, c'est quelque chose de je ne sais pas si c'est prenez-le en, comment dire, en proportion, en proportion, mais ça, c'est l'héritage de la loi du retour corrigée en 1970. Bien entendu, on ne pensait pas qu'on arriverait à une telle réalité dans les années 80, dans les années 2010, effectivement, mais c'est une réalité qu'il faut connaître, et c'est pas qu'il faut accuser les gens qui viennent. Eux, ils viennent parce qu'ici, on vit mieux que là-bas. Et très souvent, ils sont la partie sioniste de leur famille. Je connais des cas par tonnes, ils sont tellement reconnaissants, ils savent d'où ils sont partis. Ils reçoivent tout ce qu'on leur donne comme quelque chose qui ne leur est pas dû. Pas du tout, donc ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants, j'ai des membres de ma famille qui sont comme ça, ils sont reconnaissants, ils travaillent. Alors pourquoi est-ce que la loi du retour, par exemple en venant de France, en tant que juif, on vous demande des certificats de judéité? Mais partout on vous demande des certificats de judéité. Ça veut dire qu'en venant de Russie ou du RSS, on ne te demande rien. On demande des certificats de judéité de votre parent, grâce à qui vous faites votre aliyah. Vous ne pouvez pas faire votre aliyah en tant que goy si vous n'avez pas un père, un grand-père ou une grand-mère juive. Donc on leur demande bien des preuves quand même. Bien sûr, Il y a bien c'est des ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Tout à l'heure, tu dis qu'il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, sauf la preuve d'un parent juif. Et combien de Russes, pensant qu'ils étaient juifs, découvrent en Israël qu'ils ne sont pas juifs parce que leur mère n'est pas juive, c'est le père qui est juif. Ça aussi, effectivement. Il y a énormément de choses. Donc là, si on parle de bio, je vous dis la chose qui manque le plus aujourd'hui pour qu'il y ait plus de guillory. Parce que les gens, ils sont intéressés. Ce qu'il manque, c'est des familles adoptives. C'est des familles adoptives qui les prennent, etc., qui les accueillent des Shabbatot, pour des Chagim, etc., qui les accompagnent, qui viennent avec elles au Beit Din. C'est une des questions sine qua non pour qu'une personne passe, etc. Venez avec lui au Beit Din, accompagnez-le, expliquez-le, dites-lui quelles sont les brachot, comment on fait ci, quelles sont les relations avec les parents, avec les enfants, entre frères et sœurs, etc. Qu'il voit cela, pour que la Torah ne devienne pas de la théorie mais de la pratique. C'est une chose hyper importante, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, même en Israël, des mishpachot me'amtzot, des familles adoptives pour les guérim. Et aujourd'hui, c'est plus actuel que pour les russophones, mais ça devient de plus en plus actuel pour les francophones. Énormément viennent avec maman Christine. Okay. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'intégration des non-juifs en Israël? Est-ce qu'on sait par exemple, est-ce qu'ils repartent, ce sont eux qui repartent Non, pour les oui, il y a des personnes qui c'est ça. Par exemple, ça se divise en un tiers. Prenez 350 000 qui sont pas juifs, et puis ils disent il y en a qui sont très sionistes, très fervents, vraiment. Ils aiment ce qu'ils sont reconnaissants, et c'est surtout, très souvent, c'est eux qui forcent leur conjoint et leur conjointe à faire le guillot. Et ils sont, je connais dans ma famille, le cousin de ma femme, qui a épousé ici une femme de Biélorussie, qui n'avait rien de juif, mais qui est une femme très sérieuse, qui a fait son guillot, qui a fait son guillot, et bien quand elle lui posait des questions, ma femme lui a donné le livre du Rav Mordechai Eliyahu sur Chot Nida. Elle a appris tout par cœur. Les gens du Beit Din, ils ont perdu la mâchoire. Mais c'est une femme qui sait tout. Elle a passé le guillot, elle a fait revenir son mari juif
de tous les côtés, sans vin juif, à la tradition. Maintenant, c'est sa fille de son mariage, de mariage Kodem, qui a fait le guillour dans l'armée, à l'armée, et avec elle, bien entendu, on fait le guillour, leur donne 2 petits-enfants. C'est-à-dire, vous comprenez, des cas comme ça, ce n'est pas des cas rares. C'est pas des cas rares. Et elle prend cela très très au sérieux. Très très au sérieux. Maintenant, une autre partie, un autre tiers de ces 350 000, ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Bon, on est là, on n'est pas là, peu importe. Et puis, il y a un tiers, c'est-à-dire un peu plus de 100 000, qui se sont trompés d'adresse. Qui se sont complètement trompés d'adresse et qui se disent « Ouf, je pensais venir ici pour de l'argent, je me trouve entre juifs. » Vous comprenez? J'essaie. Mais ça, ce qu'il faut, c'est très important. C'est quand on parle de cette aliyah, de ce 1 100 000 de Olin, même avec les non-juifs qu'il y a, etc., c'est plus qu'injuste de faire payer le 1 000 000, le 1 100 000 pour les 100 000 qui se sont trompés d'adresse. Et tant qu'on va se tromper quant à leur sujet, eh bien on va avoir des résultats comme notre ex-ministre de la Défense, qui est le résultat de 30 ans de négligence. Mais là, bon, on a changé de sujet, et je vais passer au troisième volet. Comment ne pas être pronostiqué? J'ai demandé à un collègue à moi qui travaille à recruter des rabbinim pour les former à la Rabbanout Chutz La'aretz. Rabbanout Chutz La'aretz, comment être rabbin dans des communautés à l'étranger. Et puis on parle, on est assis ensemble, et je pose la question, combien il y a de juifs, combien ici, combien ça. Et lui il me dit une chose très intéressante. Combien il y a de juifs? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Combien il y a de juifs à New York, à San José, à Cancun, je ne sais pas, à Marignane? Il y a des juifs que je connais, il y a des communautés, il y a des juifs qui viennent, je suis responsable des juifs qui de mon entourage. Je ne peux pas sauver 14 700 000 juifs. Je peux influer sur quelques dizaines de juifs. Pour influer sur ces quelques dizaines de juifs, je n'ai pas besoin de sombrer dans les calculs des taux d'assimilation, des taux de mariage mixte, des taux de mortalité, de natalité, de schmatalité, de fatalité. J'ai des juifs concrets que je connais, dont je dois assumer la responsabilité. C'est-à-dire qu'au même niveau que il est interdit de l'Echachev Kitsi, de calculer, de déduire la fin des temps, etc., parce que ça te libère de toute responsabilité. Eh bien, si c'est fixé à 5800 ans, mais j'ai rien à faire, ça va arriver. Eh bien, de même, il en est de ne pas être tombé dans le piège des pronostiqueurs. Et ne pas penser que le fait d'être maître des chiffres, ça te libère de la prise de responsabilité. Et je pense que tous les gens qui sont présents ici ont des proches à l'étranger. Ont des proches et des parents, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des petits-enfants, peu importe, qui sont au Maroc, qui sont en France, qui sont en Angleterre, qui sont au Canada, qui sont ci, qui sont ça, qui sont en Iran, qui sont partout. Maintenant, je vais vous dire un secret. Les seuls qui sont à même de garder contact avec ces juifs-là qui n'habitent pas en Israël, les seuls qui sont à même de garder ce contact, c'est leurs parents qui habitent en Israël. Personne ne pourra le faire mieux que vous. Personne. Badou. Parce qu'à vous, ils font confiance.
plus qu'à la Sornout, plus qu'au ministère, plus qu'à l'État, plus qu'à la presse, plus qu'à d'autres. Ils reçoivent 3-4 fois par année de vous un cadeau pour Rosh Hashanah, une carte pour Pessah, un Mishloach Manot pour Purim. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. On ne peut pas faire beaucoup plus que garder le contact. Garder le contact, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vous ne pouvez pas influer, faire changer d'opinion, etc. Dans la famille, on essaie de faire quelque chose comme ça. On dit, bon, on va faire un grand projet de chesed, etc. Alors on s'est assis avec les enfants, etc. On dit, combien il y a de proches qui sont disséminés dans le monde entier? Tu commences à faire la liste. Et tu arrives à des dizaines et des dizaines. Et là, avec les enfants, tu commences à te poser des questions. Mais lui, il est marié à une goya. Elle est mariée à un goy. On leur écrit, on leur écrit pas. Alors, on fait les enfants, les enfants, non, ma putain, etc. Non, on écrit à tous. On écrit à tous. Mais on a l'adresse de personne, presque. Enfin, seulement de quelques-uns. Et bien voilà, toi, tu cherches l'adresse. Toi, tu ci, toi, tu ça. Toi, tu es responsable des emballages. Toi, tu décides de quel cadeau on va envoyer. Toi. Et puis, on débite, je ne sais pas, une somme de reste de maaser, je ne sais pas, de quelques centaines de shekels pour envoyer ce truc. Et puis, ça, c'est un tout petit exemple. Je sais que la Keilat Emouna, il y a quelques années, a distribué des cartes postales à tous les membres de la communauté de Emouna Shlema pour envoyer à leurs proches, envoyer à leurs amis, envoyer à leur cercle. Il n'y a rien qui fonctionne mieux que ça. Rien. Mieux que tous les pronostics, mieux que si vous... Pourquoi? Parce que ça ne va pas venir de l'autre côté. Eux ne vont pas prendre l'initiative. Ils sont fatigués d'être juifs. Mais si vous prenez l'initiative, alors là, ils seront un peu moins fatigués. Et peut-être même, ils vont envoyer leur enfant, leur petit-fils à Taglit. Et vous allez le rencontrer ici pendant la journée libre ou l'après-midi libre qu'ils ont à Taglit. À Taglit. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a véritablement un ministère qui est très peu connu, mais qui est le ministère de la diaspora. Je le connais un peu parce que on travaille avec lui, qui, je crois, fait un très bon travail. Ce n'est pas le ministère de l'absorption ni de la Aliyah, mais qui fait marcher plusieurs cercles de réveil de juifs de la diaspora. Le programme où je travaille, par exemple, c'est le travail de renforcement, ça s'appelle Amiel Bakila, de renforcer les communautés de petite et moyenne taille au travers le monde. Pourquoi petite et moyenne? Parce que les grandes communautés, naturellement, elles sont touchées, elles intéressent tout le monde, il y a beaucoup d'argent, elles vont contribuer, etc., etc. Toronto, Cleveland, New York, Los Angeles, ça, tout le monde les connaît. Mais les communautés de Mar del Plata, de Cancun, d'Aix-en-Provence, de Toulon, de Hartford, je sais pas, de Liverpool, ça intéresse beaucoup moins de personnes. Maintenant, c'est des communautés qui s'éteignent. Maintenant, allez les renforcer. Alors, il y a des délégations qui vont une fois tous les 2 mois, environ 2-3 personnes, un chanteur, un musicien, un spécialiste, un conférencier, et puis un rabbin ou un éducateur, etc., qui vont parler à tout le monde. Celui qui est prêt à parler, de quoi? De ce que vous voulez. De ce que vous voulez. Vous voulez pas identité, pas besoin. Éducation, fantastique. Musique juive, c'est Jérusalem, Nifla, etc. Donc là, renforcer les communautés, ce n'est pas notre but. Ça y est. Comment tu vas atteindre les juifs si tu n'as pas de communauté, si tu n'as pas de plateforme? Renforcer la communauté, c'est ipso facto renforcer leur sionisme. C'est renforcer leur fierté juive. C'est renforcer leur capacité juive d'auto-organisation. La prochaine étape, ça va peut-être aller l'ALIA, mais laissez-les décider. Laissez-les décider. Maintenant, la même chose pour les camps d'été, la même chose pour les programmes d'école, la même chose pour des programmes en Israël, pour famille, etc., etc.
un ami a été dans la région dont je suis responsable, il était près de Marseille, il rencontre des familles de pêcheurs juifs, des juifs qui font de la pêche. La pêche. Ils pêchent la sardine de Marseille. Et ils disent, ils sont tous venus d'Algérie il n'y a pas si longtemps. Et ils disent, on n'a jamais été en Israël. Vous n'avez jamais été en Israël, il y a tellement de programmes. Bah oui, mais pas pour nous. Et vous savez, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Nous, on n'a pas de proches tellement proches pour nous accueillir. Vous comprenez? Juste un exemple. Juste un exemple. Donnez, quelqu'un part en vacances, eh bien, j'ai mon appartement pour la famille de Marty. Vous comprenez? J'ai mon appartement. Viens. Stam. Juste un exemple. Vous comprenez? Il y a, en France, il y a près de 40% de juifs qui n'ont jamais été en Israël. 40%. On pense que la France, il y a juste titre, c'est là où il y a le plus de juifs qui ont été en Israël. Nahon. Mais il y a près de 40% qui n'ont jamais mis les pieds en Israël. Et il y en a qui, pour des raisons idéologiques, ou lointains, c'est loin, etc., etc. Mais il y en a d'autres pour qui c'est cher. Aujourd'hui, c'est cher. Les billets d'avion, ça coûte presque rien. Mais où loger et comment loger, c'est très cher. Vous comprenez? Il y a énormément de gens. Maintenant, on sait tous qu'une visite en Israël, ça peut changer la vie d'une famille. Complètement. Pardon? Jusqu'à 26 ans? Jusqu'à 26 ans? Et ensuite, et si j'ai raté, si je ne sais pas, et même si j'ai été une fois et ça n'a pas marché, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire tout cela pour dire, je vais peut-être terminer par quelques histoires. J'ai un ami, le rabbin Avraham Adler. Il est à la tête du programme au Macron Meir des russophones. Alors, racontez une histoire. Lui, il vient de la région de Munkach, du village de Munkach. C'est en Ukraine occidentale, à la frontière de la Hongrie. Et ils étaient là-bas, ils étaient très très juifs. Même dans les années de Staline, de Khrouchtchev, ils étaient très très juifs. Vous voyez venir. Et tout le monde se mariait entre juifs, il y avait même minyan, il y avait kashrut, il y avait quelque chose de bon. Parce qu'ils étaient en périphérie, alors c'était possible. Et puis, un jour, il y a un membre de leur famille, un enfant qui sort et qui se marie avec une goya. Début des années 70, il se marie avec une goya. Alors, les doyens de la communauté, quelle conclusion ils en tirent? Ils disent zéro. Sarah Ashrina, la Shrina nous a quittés, il faut faire la ligne. C'est-à-dire, en d'autres termes, pas besoin de lutte contre l'assimilation, ça n'aidera à rien. Pas besoin de convaincre de ci, de ça, ça n'aidera à rien. Pourquoi? Parce que la Shekhina, elle n'est plus là. Ils prennent toute la tribu et ils montent. Alors, à l'époque, c'était difficile, mais ceux qui peuvent, ça prend du temps, etc. Ça, c'est l'idéal. Vous comprenez? Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si on n'est pas à ce niveau, eh bien, à ce moment-là, on lutte contre l'assimilation. On fait ce qu'on peut pour sauver ce qu'il y a. Pour sauver qui est, pour influer, pour garder le contact. Pour garder le contact. Et Yosef, je crois qu'il est allé voir ses frères avant tout, il savait quel était leur danger. Il savait que c'était pas chose facile, mais pas leur dire que je suis ci, je suis ça, non. Avant tout, garder contact. Ça peut être dangereux.
Ça peut être parfois très peu agréable. Très peu agréable. Mais c'est très important. Et c'est vous qui, par exemple, tout d'un coup, quelqu'un m'appelle et il me dit, ou il m'écrit, écoute, on a étudié ensemble en primaire en Suisse. Primaire en Suisse, dans les années au début des années 80, mais on fait une rencontre de classe. Le groupe de WhatsApp il va s'appeler les 38. Pourquoi? Parce que ça fait 38 ans qu'on ne sait plus. J'ai étudié là-bas à peine 2 ans, je me rappelle même plus des visages, je me rappelle à peine des noms, etc. Ma femme me dit, tu dois y aller. Tu dois. Je dis, top. Puis tu découvres effectivement que tu savais qu'il y avait 4 juifs. Tu découvres qu'il y en a visiblement plus que 4 juifs dans cette classe. Et puis, tu renoues des contacts. Il y a des juifs qui ont fait leur aliyah, il y en a d'autres qui n'ont pas fait leur aliyah. Et c'est des juifs qu'aucune organisation n'aurait pu toucher. Aucune organisation de haut, formelle, forte, c'est que toi, quand tu peux toucher ta famille, tes amis, en passant les barrières. Alors les horizons de la Guadeloupe, ils sont tristes, mais les horizons de chacun des juifs qui y est, eh bien, ils dépendent en grande partie de nous. Merci.